Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici déjà arrivés à l'émission numéro 12. Alors, comme d'habitude, c'est une émission qui va être riche en découvertes littéraires, mais pas seulement. Mais là encore, vous allez voir, c'est une surprise. Donc, au programme, comme toujours, des chroniques, des teasers et des interviews. Et nous accueillons une toute nouvelle chroniqueuse, Annie Sedan. Vous verrez, c'est une chroniqueuse de talent. Mais avant de démarrer, je voudrais vous rappeler les deux nouveaux concours organisés pour le nouveau numéro de la revue Apparaître en octobre. Alors, premier sujet de l'appel à texte, Chloé a dit, c'est extravagance avec sans S. Texte de 600 caractères, espace non compris. Alors, associé, il y a un concours pour un texte d'une page format A4, Times Roman 12, et le sujet est « Décrivez un futur tel que vous le rêvez ou le cauchemardez ». Date limite d'envoi le 30 juin minuit. Alors, il y a également un deuxième sujet d'appel à texte de Chloé a dit, c'est « Comme une évidence ». Ça, c'est le sujet. Texte comme la première fois, de 600 caractères, espace non compris. Le sujet du concours associé d'une page format 4 Times Roman 12, c'est Amour à mort. Date limite d'envoi, c'est le 1er septembre à minuit. Alors, puisque nous parlons de la revue Les Petits Papiers de Chloé, j'aimerais vous présenter notre tout nouveau hors-série sur le thème de la magie. Des illustrations couleurs proposées par les auteurs participants et les illustrateurs, alors j'ai nommé Fralien, notre infographiste de talent, Annie Sedan, qui est auteure de romans pour enfants, ados et adultes, qui aime se plonger dans l'univers des fées, des mages, des chevaliers, et enfin François Buckles, qui est dessinateur de BD avec ses héros décalés, les Carottins. Alors, il y a 36 pages de contes, nouvelles et de découvertes d'auteurs qui présentent leurs univers. Mais tout d'abord, et en avant-première, je vous propose de découvrir le teaser du tout nouveau roman Apparaître de Joe Vallesca, Ainsi je devins un vampire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième volume de Meurtre surnaturel, le triomphe de Julian Kolovos de Joey Valeska. Je dois dire que laisser notre héros face aux accusations infâmes de sa propre sœur à la fin de l'épisode précédent était le ressort parfait pour me donner envie de découvrir la suite. Dès le début du roman, l'auteur nous dévoile les raisons du comportement d'Ivana. Mais cette entrée en matière dynamique n'est qu'un prologue aux périls qui attendent notre héros, car bientôt, dans le luxueux décor du château Kolovos, c'est une dangereuse partie qui va se jouer. Dans ce nouveau tome, si certains personnages réapparaissent, d'autres entrent en scène, dont le charismatique Alcibiade, un jeune vampire de 2000 ans, bien décidé à prêter main forte à Julian et sa meute. C'est aussi avec plaisir que l'on retrouve dans le château ancestral le fort sympathique patriarche Francesco Kolovos, qui envers et contre tout continue à être ce vieux monsieur charmant et théâtral qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Car c'est l'amour, le moteur et le cœur de ce roman, celui entre les protagonistes bien sûr, mais aussi celui de Joey Valeska pour ses personnages. Bref, un troisième opus qui clôt peut-être une série dont on aime ses loups-garous en smoking. Bonne lecture à tous.
Bonjour tout le monde. Je termine à l'instant la lecture du dernier livre de Aimée de Havet, l'auteure verviétoise bien connue. Il s'agit de Lovely Brunette, tout simplement, donc aux éditions Chloé Délices. C'est un roman d'amour, un roman feel good, avec beaucoup de pudeur, et pendant presque 200 pages, Aimée de Havet nous raconte les liens très forts qui l'unissaient avec sa maman, Lovely Brunette. C'est un exercice très difficile, je pense, que d'évoquer les souvenirs heureux que l'on a avec ses parents. Évoquer les souvenirs heureux, un peu taire les souvenirs plus malheureux aussi, et ça c'est très compliqué à faire, mais c'est réussi. Et donc c'est pas du tout, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de larmes, de temps en temps, mais voilà, ça passe. C'est une écriture élégante, joyeuse. Aimée nous raconte donc les liens très forts qui l'unissaient avec sa maman, mais elle nous raconte tout un tas d'anecdotes heureux, joyeux, par exemple les surnoms audacieux qu'elle donnait à leur connaissance, à certains membres de leur famille, j'en ris encore, mais lisez, vous saurez pourquoi. Et donc elle décrit avec beaucoup de pudeur et de dignité aussi le caractère de sa maman, qui était une personne forte parce qu'elle a vécu des moments difficiles et elle s'est relevée sans trop se plaindre. C'était une personne atypique, je pense, parce que voilà, faire du cheval dans certains endroits, oui, pourquoi pas, mais enfin, voilà. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. Je vous conseille ce livre-ci, Lovely Brunette, tout simplement, aux éditions Chloé Délices. Merci. De la saga, les chroniques de Balthus, ou devrais-je plutôt dire enfin. Je l'ai attendu ce 3e tome, j'ai attendu ce dénouement en me demandant jusqu'où nous entraîneraient Méredin et Balthus, dans quelle folie, dans quelles aventures, dans quelle bataille dantesque. Artefacts, êtres extraordinaires, forêts enchantées, tout s'entremêle dans un rythme effréné. On tourne les pages, on a peur pour les héros, on pleure Möbius et son dragon, Hagen d'Arcovie, on sent la chaleur torride des terres de feu, la glace de l'hiver, l'impatience contenue de Guaramon. Ces chroniques de Balthus sont le récit d'une épopée, un voyage au cœur du féerique, un univers qu'on voudrait retrouver dans un 4e tome pour d'autres aventures extraordinaires et magiques. Cet opus est à mon avis le plus palpitant des 3, c'est tout dire. Alors, n'hésitez pas, plongez avec Méredin et Balthus du haut de la falaise de la Cité Rouge et découvrez les 2 premiers tomes si ce n'est pas déjà fait. Bonjour, aujourd'hui notre invitée auteure Chloé Délices, c'est Evelyne Culot, qui a déjà 3 livres à son actif. Donc, on a 3 livres à vous présenter. Donc, le premier, c'était Même pas peur. Le second, Girafon ou Cuputo. Et le petit dernier, Le fil d'Ariane. Donc, on va vous présenter ça au mieux. Voilà, bonjour Evelyne. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu as commencé à écrire après un gros changement dans ta vie. Et ton premier livre a été Même pas peur. Hein, donc... Oui, c'est ça, oui.
Et donc, dans ce premier livre, je décris un petit peu la vie de Guirec, de 1984 jusqu'à 2021, Oui. avec toute son évolution, ses interrogations sur la vie, son avenir professionnel, ses amis, son frère, sa sœur, ses parents, les grands-parents, etc. Oui, oui. Et donc là, il n'y a qu'un un narrateur C'est ça, dans oui. celui-là, oui. Oui, donc c'est Guirec qui raconte sa vie, son Oui. 37 ans. Oui. Ouh. Et alors, son rapport avec son grand-père qui est très, très chaleureux. Oui. Et le but du livre, et des trois d'ailleurs, parce que je suis un peu la même idée chaque fois, c'est de permettre au personnage d'évoluer et de se rendre compte de son évolution, Oui. et de se poser des questions, et de se retrouver lui-même et de se ressentir. Donc tu m'as dit que dans ton premier ouvrage, Même pas peur, tu n'avais mis qu'un seul narrateur, mais que tu as trouvé que c'était plus facile pour toi, et peut-être pour le lecteur aussi, d'ajouter des narrateurs par la suite. Donc tu as dans le second livre, Girafon et Culbuto, tu en as 3? J'en ai 3, Tu c'est en as ça. 3? Parce que je me suis rendu compte lors de la rédaction du premier livre que lorsque je voulais introduire des éléments qui n'appartenaient pas à Guirec, le héros, le seul personnage qui Oui. raconte son histoire, il fallait que j'utilise des subterfuges du style Guirec a entendu ça de sa chambre, il a entendu que sa mère disait Oui. une phrase que lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Et donc, c'est très difficile d'apporter un argument contraire Oui, c'est ou vrai. ou des arguments extérieurs. Donc, dans mes 2 derniers livres, j'ai chaque fois eu recours à 3 narrateurs. À 3 narrateurs. Et Girafon et Culbuto, le thème, c'est quoi là? C'est encore l'histoire d'un jeune qui se cherche, qui cherche sa voie, qui est en opposition très grande avec son père, Oui, mais avec un très grand lien d'amour avec sa sœur et sa mère. oui. Et alors, si dans le premier livre, je m'étale sur une période de 37 ans, dans le deuxième livre, j'ai recentré l'action sur une période de 6 ans. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu le plaisir de décrire une évolution, des changements de mentalité, enfin de comportement peut-être aussi dans la vie, de s'adapter. Oui, tout à fait. Et surtout, c'est le besoin, la nécessité, je vais même dire l'essentiel dans la vie pour moi, c'est de s'écouter soi. Oui, Et de savoir qu'est-ce que je veux vraiment. oui, Essayer un petit peu de bouger le masque social qui nous pousse à avoir des comportements qui ne correspondent pas à nous-mêmes, voilà. auxquels on adhère par habitude, Oui. par souci d'être bien aimé, Mhm. de conventions sociales, etc. Mais Et oui. donc, la difficulté d'arracher ce masque pour vraiment être soi-même. Ah oui, ok. Nous arrivons déjà à ton troisième livre. Il faut dire que tu travailles vite, hein, parce Oh, que- mais à mon rythme quand j'ai envie. Oui, d'accord. Et donc le troisième, qui est le petit dernier, c'est pour le moment, c'est le fil d'Ariane. Et voilà, il nous présente quoi, le fil d'Ariane? Toujours la même idée de l'importance de se connaître soi-même, avec les difficultés dans la vie, la difficulté de rester bien ancré dans la terre quand on se trouve face à des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes opinions, Oui. et savoir vers quoi on va, qui on veut être Mhm. dans la vie. Et là aussi, j'ai eu recours à 3 narrateurs parce que ça permettait d'être plus englobante au niveau des réflexions. Oui. Ah oui. Donc il m'a semblé comprendre que tu voyages toi-même beaucoup et donc tes personnages voyagent également et tu t'attaches beaucoup aux anecdotes et aux détails un peu hors du commun que tu rencontres au cours de tes voyages, hein? Oui, tout à Oui. fait, tout à fait. Donc j'essaye vraiment d'éviter les grands sentiers touristiques, j'essaye d'avoir écho des anecdotes, des petits événements croustillants qui font pétiller la vie. Oui, oui. Et donc, c'est au cours de mes rencontres pendant mes voyages que j'apprends des anecdotes assez étonnantes, Mhm. comme celle du maire qui, à l'île de Groix, pendant la période entre les 2 guerres, le maire n'était pas élu, il était automatiquement désigné, et était désigné la personne qui avait sauvé le plus grand nombre de vies
dans l'année. Parce Oui. que si tu ne risques pas ta vie pour les autres, tu n'as pas le droit de commander. C'était des marins, des vies de marins. Oui. Si tu es sur l'île de Groix, Oui. c'était vraiment des Oui. vies de marins. Mais oui, Alors, j'ai trouvé ça tellement formidable, je l'ai entendu et puis j'avais besoin de le partager. Ah, voilà. Donc, Et donc mes 3 livres sont essaimés d'anecdotes de ce style. d'accord. Ah oui, c'est intéressant. Donc, ça a un aspect particulier. C'est la petite histoire dans la petite histoire. C'est ça, quoi, hein. ouais, c'est ça, oui. Eh bien, merci Evelyne, c'est gentil d'être venue et de nous avoir présenté Merci tes à ouvrages, Chloé Delis. 3 pour le moment. On sait que ça va continuer. Oui, parce que j'ai beaucoup de plaisir dans l'écriture et je Ben, suis voilà. très reconnaissante à Chloé Delis qui m'a permis d'ouvrir cette porte. Ah, c'est bien, merci. Voilà, eh bien, donc au prochain, mais on va d'abord savourer le 3e, évidemment. Hein. Ok. Bonjour, aujourd'hui le livre que j'ai lu pour vous, c'est Les oiseaux de Lunga de Benoît Jacquemart, aux éditions Chloé Delis, naturellement. Alors, ce serait un livre parfait pour servir de support à un road movie, parce que en fait, c'est pratiquement de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons 2 personnages, Adélaïde, une femme de la petite quarantaine, qui est vraiment dans une très mauvaise passe de sa vie, elle est fauchée, elle a été victime d'un employeur qui était un harceleur sexuel odieux en plus, ce qui n'arrange rien. Et comme elle s'est rebellée, elle s'est retrouvée également sans emploi, donc elle est vraiment coincée. Elle achète, avec ce qui lui reste d'argent, elle achète un vieux camping-car et va enlever Anthelme de la maison de retraite où il s'ennuie comme un rat mort. Anthelme, c'est son père. C'est un homme qui a une vie divertissante, bien riche, qui est veuf, et voilà, là il s'ennuie vraiment dans cette maison de retraite. Et elle l'enlève et ils s'en vont sur les routes vers Lunga, qui est une île de l'Écosse, du sud-ouest de l'Écosse, où il y a des colonies d'oiseaux particuliers, donc d'où les oiseaux de Lunga. Au cours de ce voyage, ils vont mieux se rencontrer. Ils s'aiment beaucoup de toute façon, mais ça a été difficile parce qu'il a été un papa absent à cause du métier qu'il avait. Et elle a beaucoup manqué de son père dans les moments de sa vie. Et lui, finalement, n'a pas vu grandir sa petite fille, ni fleurir sa jeune fille. Et la maman, Elsa, qui est très présente dans le récit, est décédée. Donc voilà, ils ont chacun vécu un peu étranger l'un à l'autre, tout en étant très attachés. Donc au cours de ce voyage, ils vont se découvrir, et leur amour va ressurgir, se nettoyer de toutes les rancœurs et vraiment exploser. Je veux dire, ça c'est un très bel aspect du livre. Évidemment, ils vont faire des rencontres, les rencontres un peu imprévues qu'on fait dans ce genre de voyage. L'auteur nous décrit parfaitement l'itinéraire, je vais dire. Pas du tout à la manière d'un guide touristique quand même. Il y a de la poésie, il y a l'enthousiasme des découvertes, de tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut manger, les anecdotes locales aussi, l'accent des gens, puisque l'accent écossais est notoirement divertissant. Et ils arrivent à Lunga, à leur destination finale, où là se passe un événement qui change toute l'orientation du livre, que je ne vous révèle pas évidemment. Et la deuxième partie du livre, donc, est encore très stimulante et effectivement, c'est un retour à la vie pour tout le monde, quoi. J'ai bien aimé le style, comme je vous l'ai dit, c'est bien. Je vais vous donner un petit aperçu de l'humour et du style de l'auteur. Donc, Anthelme avait en effet connu plus d'une fois les petits matins embrumés où son cerveau ne pouvait plus déterminer si le blanc laiteux de l'air venait de la météo maussade ou des vapeurs d'alcool peinantes à se dissiper. Donc, comme on voit, Anthelme a eu une vraie vie, quoi.
Dans ces moments d'euphorie où il refaisait le monde avec ses copains, l'avenir leur semblait prometteur, malgré la crise qui avait stoppé net les riches années de l'après-guerre. Bien sûr, il y avait du chômage, mais pour quelqu'un de volontaire, il avait toujours moyen de s'en sortir. Et eux, ils étaient de la race des volontaires. Voilà, on a donc Anthelme, un caractère bien trempé, et Adélaïde également. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc, Les oiseaux de Lunga de Benoît Jacquemart, aux éditions Chloé Delis, un road bookie. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous présenter HX13 Declassified de Christine Brunet. Alors, si vous n'avez pas lu le volume précédent, pas de panique, celui-ci ouvre sur un résumé qui vous plonge immédiatement dans le bain et vous donne envie de découvrir la suite. Ce nouvel opus démarre sur le retour dans la galaxie du Grand Bloc de l'ancienne flic à la tête du série Axel de Montfermy et de l'alien Gennara alors qu'ils sont prisonniers à bord d'un vaisseau de trafiquants d'esclaves. Mais c'est sans compter sur le HX implanté dans le cerveau d'Axel qui leur permet rapidement de retrouver la planète Sarx ainsi que Nicolas, le fils de notre héroïne. Malheureusement là-bas, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu et Axel s'enfuit à nouveau sur Terre à bord d'un puissant vaisseau soustrait aux mains avides d'ambitieux va-t-en-guerre. Quelques années passent qu'Axel met à profit pour mettre au point une toute nouvelle structure, technologiquement ultra performante, tournée vers la paix et la protection de la planète, l'affirme. Malgré tout, de dramatiques événements entraînent un irrémédiable changement chez cette femme pourtant déjà hors norme. La suite de ce roman est un savoureux thriller où Christine Brunet nous entraîne, avec ce style rapide et nerveux qui est le sien, dans une dangereuse enquête où meurtre et disparition s'entremêlent, où on nous parle mode, transhumanisme, body hackers, où humains et aliens se croisent, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, avec les effroyables Kyriak, ou les indigestes Dim Sum, où la plume de l'auteur tisse un récit complexe et captivant, dont les émotions humaines sont loin d'être absentes. C'est brutal, sanglant, un peu effrayant, mais c'est aussi intelligent et très imaginatif. C'est à découvrir, même si vous n'êtes pas un habitué du genre, car abstraction faite des marqueurs SF, ce livre reste un très bon polar. Alors lancez-vous et bonne lecture. Sophie Lafay et
la capitaine de Nautilus, alors d'origine marseillaise mais liégeoise de cœur. Elle a d'abord barboté en freelance, après un master graphisme édition à l'ESA Saint-Luc de Liège en 2019. Puis, rêvant de découvrir le grand large, elle a fondé en 2021 Nautilus. Alors, aventurière dans l'âme, grande exploratrice des mondes imaginaires, le studio est né de sa passion pour le livre et sa fabrication, c'est-à-dire l'objet papier, la narration, l'illustration et l'impression avec la reliure. Alors, pourquoi Nautilus, me direz-vous? Inspiré du légendaire sous-marin du capitaine Nemo, alors Nautilus est un studio créatif liégeois qui permet de voyager et d'explorer l'univers du papier imprimé et du livre. Nautilus s'aventure, on va dire, hors des frontières reconnues, explore de nouvelles pratiques créatives innovantes en matière de création et d'impression d'images ou de design éditorial. Les domaines de prédilection sont la linguistique, la pédagogie, la pratique du langage et de la transmission, la communication, le handicap avec la surdité par exemple ou l'autisme. Les partenaires et les collaborateurs sont des écoles, les créatifs, les libraires, les centres culturels, les associations, les logopèdes, les particuliers, etc. Bien écoutez, je vous laisse découvrir cette créatrice et son univers en compagnie d'Edmé de Havé. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie Lafay, ça se prononce Lafay, oui. Lafay. Voilà, donc toi, tu es une Marseillaise perdue à Liège. Et donc, on a échangé les routes, puisque moi j'étais une verviétoise perdue à Aix-en-Provence. Et on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on a sympathisé, et surtout parce que tu as un travail assez particulier et très intéressant d'ailleurs. Donc, comment est-ce que tu décris ta spécialisation? Alors, ma spécialisation, c'est un travail orienté sur la fabrication du livre, oui, et sur tout ce qui touche l'univers du livre, oui, et de l'impression. Oui. Donc c'est un studio qui se focalise sur le papier et sur la reliure. La reliure aussi, oui, exactement. Donc la mise en page, illustration, impression et reliure. Et, oui, et l'idée c'est de fabriquer à la fin un objet en papier, donc oui, soit un livre, soit un catalogue, soit une brochure. Oui. Et voilà. Et tu fais ça en collaboration avec la personne qui vient te trouver pour utiliser ton savoir, c'est ça? Exactement. Donc oui, le client arrive avec une idée, oui, et au cours d'une discussion, on regarde comment on peut concrétiser cette idée-là, oui, voir comment quels sont les besoins, les envies principales qu'il met en avant, oui, et comment on peut transformer ce rêve. Arriver au résultat. Exactement. Oui. Donc on va commencer, enfin tu vas commencer par nous présenter un projet de cartes. Exactement. Hein, voilà, alors je zoome sur les cartes, je viens voir les cartes. Et donc, voilà. Et donc, tu fais toutes ces cartes une par une. Exactement. Donc, alors, ceci, c'est un jeu de cartes pour une logopède, oui, qu'elle utilise pour aider dans la dissociation des différents sons. Oui. Et donc, comment on arrive à dissocier le B, le D, le CHE, le CHE. Oui. Et donc, il lui fallait un jeu de cartes pour que ce soit ludique. Oui. Donc, qui dit jeu de cartes ludique dans une spécialité, il fallait créer quelque chose alors spécifique. Oui, 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 oui. Et donc, en effet, là, c'est un travail d'illustration, de mise en page, d'impression et de façonnage, j'ai envie de dire. Oui. Là, c'est fabriquer les cartes une par une, oui, les coller ensemble, découper les petits bordereaux pour qu'on ait l'arrondi. Oui, oui, ah oui, oui, oui. Voilà.
Oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est joli. Exactement. Donc, le rendu est super, mais c'est vrai que c'est un travail qui demande du temps et c'est chaque fois un travail unique. Exactement. Tout ce que tu fais, c'est unique, quoi. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un prototype. L'idée d'avoir un bel objet à présenter. Et donc, qu'elle puisse soit utiliser dans son quotidien, mais aussi pouvoir présenter en maison d'édition pour que le projet soit édité. Réimprimé à plus grande échelle. Mais qu'on a un projet qui soit complètement, qui soit viable dès le départ et qui soit esthétique dès le départ. Et qui donne envie de se dire, bon, bah, là, il y a un potentiel. Ça peut être intéressant de pousser le projet plus loin. Donc, c'est vraiment un peu l'idée d'un premier pas dans le projet. Et puis même pour le client, c'est une satisfaction de se dire, j'ai pensé à un projet, j'ai eu rêvé d'un jeu de société, et il est conçu, et il est beau, et j'ai envie de le présenter. C'est aussi, ça lui appartient aussi, quoi, exactement. En fait. Donc ici, on a un des ouvrages qui a fait qu'en fait on s'est connus parce qu'on était assises côte à côte, et donc c'est ça qui m'avait interpellée. Donc tu peux me montrer ce que c'est, d'où ça vient, etc. Oui. Alors c'est un livre, donc grâce au studio Nautilus, je fais aussi de l'auto-édition. Et donc ça me permet de concrétiser mes rêves à moi aussi. Oui, il en faut. Il en faut. Et donc ceci, c'est un livre muet, donc il n'y a que des illustrations donc faites à la main. Et ce livre se lit dans les deux sens. Oui, je vois. Et c'est l'histoire d'un papillon qui rêve de découvrir le crépuscule. Et donc, à chaque page, on va avoir une évolution déjà du papillon, mais aussi de la journée, avec le soleil qui va bouger. Oui, les couleurs changent. Les couleurs changent. La narration, entre guillemets, de l'environnement où le papillon passe change aussi. Donc, on découvre un peu l'univers microscopique à l'échelle du papillon, pour finalement se retrouver petit à petit vers le crépuscule. J'ai sauté une page. Qui est en fait le milieu du livre. Et au milieu du livre, on a la rencontre en fait entre le papillon de jour et le papillon de nuit. Ah oui, d'accord, c'est intéressant, c'est bien. Voilà. Et ça, donc, tu l'as conçu complètement toute seule, puisque c'était pour ton plaisir à toi. Exactement. C'était mon caprice personnel. D'accord. Alors là, ici, ça c'est, enfin, à mes yeux, pour le moment, c'est le chef-d'œuvre. C'est celui qui m'a le plus marqué, encore que tout me surprend beaucoup. Mais, donc, c'est un très beau livre, mais il a une histoire et toute une genèse, on va dire. Exactement. Donc, tu peux m'en parler. Donc, ici, c'était le rêve d'une architecte qui s'appelle Pauline Fusini, qui a fait un voyage en Inde pour découvrir un mode de vie d'une famille très particulière qui vit en autonomie. Et qui a fabriqué un village maison pour transmettre aussi des formations pour vivre autrement. Voilà. Donc elle a découvert cette famille, elle est partie là-bas vivre 3 mois si je me souviens bien, et elle est revenue en Belgique avec toute cette culture-là, et elle voulait en faire quelque chose pour partager cette histoire. Donc au départ, elle voulait faire un livre de voyage, et en fait à l'intérieur du livre, on découvre qu'il y a des dessins et plusieurs thématiques qui, au final, pour un livre de voyage, ne correspondaient pas parce qu'elle était dans une optique plus ludique et de transmission. Et donc, c'était plus de montrer un mode de vie différent que de raconter un voyage. Voilà, ça aurait été perdu. Voilà. Et donc là, on a vraiment l'idée de ses croquis à elle, de montrer comment elle concevait le village où elle a vécu. Et à l'intérieur, en fait, elle raconte le mode de vie. Donc, c'est pas forcément un voyage qu'elle raconte, c'est plus des techniques de cuisine, des techniques d'utilisation de la végétation, des techniques de concevoir le paysage aussi, de savoir comment insérer un bâtiment dans la forêt. Donc là, c'était une zone protégée, donc c'était savoir comment entretenir cette zone protégée. Et donc voilà, c'est vraiment tout l'univers. Donc voilà, on est la lessive,
des techniques de cuisine, Voilà, de oui. vaisselle, sans que ce soit polluant, donc pour entretenir. Oui. Donc, Ah oui, là il y avait les plans. Oui. Voilà. Elle a fait des croquis également. Exactement. Et ça a été conçu. Donc les photos et les croquis sont d'elle. Le texte aussi. Et le texte également. Voilà. Ici, c'est une collaboration plus, dans mon cas, ça a été un travail de mise en page, Oui. mais aussi de dialogue Oui. pour l'aider à s'orienter, parce qu'elle avait plein de carnets différents, Oui. Oui. et elle savait pas trop par où commencer, elle savait pas par quoi, comment raconter. Et Oui. donc moi qui ne connaissais pas du tout son voyage ni son texte Oui. et ni son métier, Oui. je servais un peu de cobaye, de regard extérieur pour lui dire en fait ça c'est super intéressant, Voilà. ou ça au contraire moi je me suis pas du tout dans le domaine, donc j'ai un peu du mal à comprendre ce que tu veux dire. Et donc il y avait un dialogue aussi d'apprentissage et de ok, je suis l'élève, c'est ça. Et t'essayes de me transmettre. Et qu'est-ce que je veux découvrir et qu'est-ce que Exactement. je veux savoir en et comment plus. le transmettre, ça c'était très important. C'était le ton qu'il fallait utiliser. Est-ce qu'elle allait être prof, est-ce qu'elle allait être universitaire? Et donc c'était vraiment un échange aussi à ce niveau-là, c'était un dialogue. Oui, 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 c'est magnifique. Voilà. Ben écoute, on n'a pas fait le tour parce que tu fais beaucoup d'autres choses, mais bon, on ne peut pas tenir nos auditeurs en haleine comme ça. Donc, merci de nous avoir donné un peu de ton temps et fait découvrir ton travail. Et j'espère que ça va intéresser beaucoup de monde parce que c'est franchement très intéressant. Hein? Merci d'être venu. Okay, rien, merci. Bonjour tout le monde, une toute petite vidéo pour vous informer d'une de mes dernières lectures que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit d'un livre de Pascal Gillet-B aux éditions Chloé Delis. C'est le 3e roman de Pascal édité chez Chloé Delis. Et aujourd'hui, il s'agit du livre Le Bic et les pierres. Alors j'ai beaucoup aimé d'emblée la couverture, accrocheuse et sobre à la fois. Le bic et les pierres, ça m'a tout de suite intriguée. Qu'est-ce que ça coûte? Et voilà, donc c'est une histoire d'amitié, d'entraide, de fraternité, d'humanité entre des personnes de 2 continents différents. Donc on va suivre le petit Lucien, un jeune Africain. Au début de l'histoire, il a 5 ou 6 ans, et de Clara, une adulte européenne. Alors, vous vous doutez qu'il va y avoir une rencontre, et voilà. Alors, on va me dire, c'est encore, Karine Laure, une histoire de bisounours. Non, c'est pas vraiment une histoire de bisounours. Parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est les difficultés de ces enfants-là, de ces villages-là, de ces villages d'Afrique. Et voilà, donc j'ai retenu plusieurs épisodes qui m'ont paru importants. Donc il y a l'histoire de la rencontre entre, évidemment, Lucien et Clara. Et donc ce qui m'a le plus touché, c'est d'apprendre comment vivaient ces enfants-là dans cette misère-là. Et par exemple, le problème de l'eau. Et là, je vous lis un extrait, page 17. Donc, on parle du petit Lucien. Donc, pendant la saison sèche, c'est le problème de l'eau. La poussière colle à la peau et aux cheveux des enfants. Et seule une eau fraîche peut débarbouiller les enfants. Page 17, on peut lire. À l'époque, il était le plus jeune parmi les enfants. Vu sa légèreté et sa souplesse, c'était surtout autour de sa taille que les grands attachaient une corde effilochée, de sorte qu'on pouvait le laisser glisser au fond d'une profonde cuve qui récoltait l'eau d'une source. Après, il remontait Lucien sans difficulté, tandis qu'il tenait entre les mains un récipient débordant. Bien sûr, il arrivait souvent que l'eau s'échappe du flacon. Enfin voilà, quand on lit ça, et puis qu'on prend sa douche au soir, on sent mal, on a un remords. Un autre épisode poignant, à la page 12, Lucien suivait des yeux enchantés l'objet léger qu'une des nouvelles venues, il s'agit de Clara, tenait dans les mains et qui courait sur la page d'un cahier. Entre ses doigts, il semblait glisser librement sur le papier. Elle le tenait avec grâce,
avec une aisance qui le ravissait et qu'il n'avait jamais pu observer. Dans l'instant même, sans explication, Lucien voulut tenir ce frêle bout de plastique, c'était un bic, et ressentir le plaisir de l'utiliser. À quoi aurait-il pu lui servir? Il ne le savait pas et peu lui importait. La première conquête serait de tenir cet objet gracile contre son corps, entre ses doigts. Et voilà, donc en fait le livre est parsemé comme ça d'épisodes poignants. Je ne vous en livre que 2, je ne vais pas quand même tout vous lire le livre dans son entièreté. Et donc on va deviner que l'amitié va naître entre Clara et Lucien, et elle va retourner chaque année dans ce village. Au fil des ans, elle va s'apercevoir que Lucien a quand même certains dons pour l'art, et là on parlera des pierres, mais ça je ne peux pas tout dire. Et voilà, voilà cette histoire qui m'a beaucoup touchée. Un autre extrait aussi, enfin non, je ne vais pas lire l'extrait, mais je vais quand même vous lire parce que ça m'a touchée aussi. Lucien avait un petit frère, Justin, et qui est décédé parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Donc, vous vous rendez compte, un enfant qui meurt faute de médicaments. Alors, on le sait, on voit ça à la télévision. Je vais dire, c'est un peu notre quotidien à certaines périodes. Et quand on le lit dans un livre et qu'on suppose que ça a été véridique, ben, franchement, ça touche. Donc voilà, Le bic et les pierres, une belle histoire d'amitié. On se doute que Lucien va grandir et va se sortir de ce village et peut-être vivre en Europe, pourquoi pas. Merci, merci Pascal. De la poésie ou des romans, mais il est souvent difficile en fait de chroniquer un recueil poétique. Celui-ci ne fait pas exception à la règle, tout au contraire. D'ailleurs, voilà un moment que je l'ai terminé et j'ose enfin décrire, non pas, on va dire, la structure du recueil, mais plutôt mon ressenti. Qu'en dire? En fait, il me suffit de fermer les yeux pour rappeler en fait le souvenir des impressions qui m'ont agité au cours de ma lecture. Parce que ces vers-là ne sont que sensations, cris, hurlements étouffés, un peu comme si la vie et la non-vie s'entrechoquaient en soubresauts comme les battements d'un cœur. Il bat, silence, il repart jusqu'à l'inéluctable. Il ne s'agit pas d'un voyage linéaire, mais d'un retour à quelque chose, à mon avis, de primordial, presque primitif, un besoin qui enfle jusqu'à en être douloureux, une urgence de décrire charnellement, impulsivement les à-coups vitaux de la poétesse. Un peu comme la première de couverture qui m'a interpellée, presque appelée, ce regard souligné d'une cicatrice trop voyante, cette poésie est à vif, portée par une écriture instinctive qui sort des tripes, une écriture à fleur de peau, à fleur de mots, à découvrir. Je pense avoir lu tous les ouvrages de Chloé Doras avec un très grand plaisir, mais celui-ci est franchement différent. À peine refermée, je ne peux m'empêcher de prendre la plume immédiatement pour écrire le flot d'émotions qui me secoue et me submerge.
Ce livre est une claque, c'est un choc, c'est un cri. Il s'agit d'un récit écrit comme une fiction, mais il s'agit également d'un récit si personnel, si poignant, si lucide à la fois, qu'il prend le lecteur aux tripes et lui montre l'impensable. À la poursuite du Lapin Blanc est l'histoire d'un combat psychique violent, une course de l'héroïne après ce lapin blanc imaginaire. Chloé parvient à nous faire participer aux à-coups de la vie d'Alice, l'héroïne, à ses chutes, ses désespoirs, ses crises. Elle nous fait ressentir ce corps honni, ces minutes de folie, ces dérapages incontrôlés. Et nous la sentons, cette odeur de vomi. Nous endurons au fond de la gorge la brûlure de l'acide destructeur. À la poursuite du Lapin Blanc est aussi un livre sur l'amitié, sur la volonté, l'espoir et l'amour de la vie. Difficile de décrire toute l'émotion que font naître ces mots écrits. Je m'arrête donc là. Pour moi, cet ouvrage est un immense coup de cœur. Et de 5. C'est mon 5e bouquin et je suis très fier de l'avoir achevé. Je ne parle pas du contenu, bien sûr, à vous de juger, mais du fait de l'avoir terminé. J'ai repris dans cet ouvrage mes 2 héros de 2401 parce que je me suis attaché à eux et qu'ils forment quand même un couple détonnant. Mais cette histoire est totalement différente. Elle commence, l'air de rien, au Rijksmuseum d'Amsterdam avec le vol d'un tableau sans grande valeur de Cranach représentant Martin Luther. Alors, pourquoi cette affaire met-elle tous les services secrets sans dessus-dessous, à commencer par le Mossad israélien? Un récit mené à du 100 à l'heure qui mènera Johan, le bulldog, au Yémen en guerre et obligera comme d'habitude son ami et collègue Liv à le sortir d'une pétotière pas possible, comme de la menace planétaire d'un grand chaos. Chaos, un nouveau défi encore plus spectaculaire que 2401. Et n'allez surtout pas voir la fin avant d'y être arrivé, elle est incroyable et totalement inattendue. Dans l'émission précédente, je chroniquais un road movie signé Bob Boutique et je vous faisais redécouvrir le teaser de son dernier thriller policier. Aujourd'hui, je vais vous parler de BD signé également Bob Boutique. Alors, vous l'avez compris, vous le savez déjà, cet auteur éclectique signe aussi bien des contes bizarres que des thrillers policiers, des road movies ou encore de la BD sans jamais démentir son univers, le racontant et le partageant avec une plume franche qui ne s'embarrasse jamais de fioritures. Bob va droit au but avec une maestria qui entraîne le lecteur toujours dans l'univers créé. Alors ici donc nous avons une BD irrévérencieuse, drôle, décalée on va dire, que j'ai adorée. Les dessins sont simples, vous allez voir ça, voilà. Par exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Les dessins sont simples, vous avez vu, hein, mais le personnage de Bob Boutique, que dis-je, de Bob le Belge, est macho, débile, mais parfois finot et marque franchement les esprits. Il a une vraie personnalité. Alors, ce Bob se moque, s'amuse, s'examine avec un petit sourire narquois que le lecteur ne peut que partager. Ce Bob-là, celui du dessin, est belge jusqu'au bout des ongles qu'il n'a pas et il en assume tous les travers.
Les petits textes, blagues, dessins sont brefs, surprenants, percutants. C'est tout Bob, un auteur qui porte sur les choses de la vie un regard lucide mais acide qui, je prends le pari, vous tirera des hauts cris amusés ou réprobateurs. Un vrai coup de cœur. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de découvrir un roman policier. Alors pourquoi l'avoir choisi? Sans doute à cause du domaine d'expertise de l'auteur, la criminologie. De quoi titiller forcément ma curiosité. T'oublier n'est pas un thriller, bien que, et si peu un roman policier. C'est un ouvrage qui parle de violence conjugale de façon sous-jacente, quoique, de leurs conséquences aussi, mais également de proies et de chasseurs, et je vais mettre un S. C'est un jeu complexe, une approche multifacette, des personnalités différentes, des terrains de chasse différents, des stratégies. Mais quand la proie devient à son tour chasseur ou que le chasseur devient alors chassé, tout s'accélère. Sarah, l'héroïne, est criminologue. Enfin, on va dire qu'elle étudie la criminologie. Un QI élevé, une mémoire édétique plutôt introvertie, pas plus jolie, mais plus petite que les autres. En fait, rien ne semble vraiment la différencier des autres proies. Et pourtant, à l'affût, le prédateur ultime, froid, déterminé, patient, salive déjà. Et puis, comme un petit satellite presque inconsistant, il y a le chasseur d'un soir, trop impatient, qui devient une proie à son tour. Il ne fait pas bon marché sur les plates-bandes du prédateur de se mettre entre lui et sa proie. Ce roman analyse les processus psychiques, les comportements, joue sur les émotions. Il surprend, il nous apprend, il nous tient en haleine alors que proie et prédateur s'effleurent, se reniflent, palpite en une étrange danse hypnotique. La raison prendra-t-elle le dessus sur l'émotion, les sensations, les sentiments fulgurants? À vous de le découvrir, un roman qui se lit à toute allure et qui vous entraînera sur des chemins de traverse de l'âme humaine. Voilà, le livre d'aujourd'hui s'appelle « Confinement, mon amour » de Olivier Felmans. Il est belge et probablement des environs de Bruxelles, j'imagine, vu le cadre du roman. Enfin, si on peut dire qu'il y a un cadre, puisque ça se passe pendant le confinement, à cause du Covid, notre ami Covid. Nous avons un couple, bien entendu, confiné. Dehors, c'est presque l'état de guerre. Il y a des milices qui surveillent que les gens ne sortent pas. Il y a des couvre-feux. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a des exécutions. Enfin, c'est vraiment assez apocalyptique comme ambiance. Dedans, dans leur maison, ils en tirent le meilleur parti possible de ce confinement. Ils ne peuvent pas travailler. Donc, lui, en fait, il travaille. Il est cuisinier, donc voilà, il cuisine, il fait des bons petits plats pour son épouse et lui, et ils s'aiment, ils font l'amour, ils regardent des séries à la télévision, ils parlent, ils sont très ouverts, c'est un bon couple. Le problème, c'est que probablement ils sont un petit peu énervés la nuit, et lui rêve régulièrement d'un autre couple, également confiné. L'autre couple s'appelle Robin et Célia. Et ils sont confinés, chacun chez eux. Ils ne se sont vus qu'une petite fois sans vraiment y donner d'importance. Ils se sont remarqués, mais enfin ça a été très, très, très éphémère. Et ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Et ils ont commencé simplement par chatter comme ça distraitement. Et puis ça devient un must. Ils attendent l'heure de leur chat avec impatience. Ils arrivent à se confier énormément de choses, partager, donner leurs opinions, raconter leur vie.
Et Robin, qui est justement dans une très mauvaise période de son mariage, ben forcément, il sent qu'il est en train de tomber vraiment amoureux de Célia. Célia est amoureuse également, elle est libre, et donc voilà, ils attendent avec impatience la fin du Covid pour finalement profiter de leur amour, mettre les choses au point avec l'épouse, etc. Donc voilà, il y a ces deux couples, il y a un couple onirique, un autre couple. De temps en temps, ça se switch, c'est-à-dire on passe de l'un à l'autre. Mais là où l'auteur a vraiment excellé, c'est qu'il y a un effet de surprise que, comme d'habitude, je ne vous dis pas. Mais c'est vraiment très adroit. À la fin, évidemment, on comprend tout. J'ai bien aimé également la couverture, surtout les teintes de la couverture. J'ai trouvé ça intéressant. Et le livre est vraiment intéressant. Il a tiré profit d'une situation que, on espère, on ne reverra plus jamais. Mais voilà, il en a fait un très beau roman, très intéressant. Bonjour, cette fois-ci, c'est avec une brique que je me présente à vous, mais une brique vraiment passionnante. Donc, il s'agit de Malfara de Christine Brunet. C'est un thriller. Et vraiment, on ne s'arrête pas, vous terminez le livre, vous haletez encore. Donc, je vais brièvement vous présenter l'histoire, sans trop révéler. Tout commence en Provence en 1943. Donc, on a la Gestapo, des collaborateurs, la résistance, un ordre de mission un peu bizarre, un chef de mission qui sera arrêté et puis assassiné, et une collection de tableaux de grande valeur dérobés à l'Italie. Nous nous retrouvons de nos jours. Voici déjà quelques années que des jeunes filles disparaissent mystérieusement. Mais là, tout d'un coup, l'affaire se corse parce que il s'agit de deux jeunes filles de la haute société. Alors évidemment, là, c'est un peu plus... l'attention est portée dessus. Et surtout que la demande de rançon est tellement élevée pour l'une d'entre elles qu'on voit ressurgir un des fameux tableaux volés dont la vente devrait procurer la somme nécessaire pour libérer la victime. Arrive alors une équipe policière un peu particulière qui mènera l'enquête et qui est épaulée dans l'ombre par un team parallèle assez étrange, composé de personnes qui ont des passés tumultueux, des pratiques personnelles, et parmi eux, on a Gwen Saint-Cyr, qui est l'héroïne de Christine Brunet, qu'on retrouve dans des autres livres, mais si vous n'avez pas lu les autres livres, il n'y a pas de problème, il y a toujours une petite mise au point. Donc, Gwen Saint-Cyr, elle est très jolie, elle est très audacieuse, elle a peur de rien, elle a bien bagnaudé partout, et elle a un partenaire qui s'appelle Mortimer. Elle est particulièrement impliquée parce qu'une de ses amies, une jeune fille un peu paumée dont elle s'occupait presque en grande sœur, a disparu également dans la même histoire. Donc là, elle est très concernée. Et il remonte la piste. Alors cette piste est plutôt houleuse, on va dire. On se retrouve avec le milieu de la drogue, de la prostitution, une espèce de société secrète étrange, le gratin de la haute société, enfin moins gratin qu'on ne penserait, et tout ce petit monde est armé jusqu'aux dents. Voilà, alors la fin, ben, voilà, vous ferez comme moi, vous alerterez pour le lire. Et en tout cas, le style, il est vraiment parfait. Christine Brunet est une spécialiste du détail. Elle ne vous raconte pas n'importe quoi. On sent qu'elle est tout à fait documentée, très documentée.
sur le sujet qu'elle aborde. Le style, il est chouette, il est percutant, mais pas à l'américaine, avec un vocabulaire réduit et toujours le même. Vocabulaire bien riche, varié, mais pas pédant, pas compliqué, abordable pour tout le monde, mais bien, hein, fouillé. Et voilà, le dialogue parfait. Les dialogues, j'ai bien aimé parce que chaque personnage a son type de langage, quoi. Donc on ne retrouve pas toujours les mêmes types de langage chez tout le monde, ou l'absence de type de langage. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je vous le conseille évidemment. Voilà, Malfarin de Christine Brunet. Voilà, je vois pas l'éditeur parce que je n'ai pas mes lunettes, mais elle vous le dira. Ok, merci et bonne lecture. Tout commence en 1943, lorsqu'un groupe de résistants est chargé de convoyer des toiles de maître jusqu'à un endroit sûr dans le centre de la France. Tout semble se dérouler parfaitement. Et pourtant, leur chef est dénoncé, arrêté, torturé et exécuté. De nos jours, une rumeur circule dans la rue, une légende urbaine qui semble prendre ses racines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui s'avère depuis quelques années bien réelle. Des filles disparaissent pour réapparaître quelques temps plus tard au fond d'un ravin. Et c'est dans ce contexte que deux filles de la haute société, Lynn Anne de la Moucherie et Manuela Alban, disparaissent. Il y a demande de rançon, mais plusieurs mois plus tard. Pourquoi ce délai? Le montant exigé est astronomique et le paiement pour la première est effectué à l'aide d'un tableau du XVe siècle, une peinture sur bois signale les disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les adolescentes restent introuvables. Une entité policière aux méthodes atypiques, la FSE, est chargée de l'affaire. Pour plus d'efficacité, leur patron, un Irlandais au passé trouble, met dans la boucle à la fois son équipe officielle et un groupe qui agira en sous-marin. 4 personnages très à l'aise de la clandestinité. Une hackeuse, Marlène Roquet, un ancien patron du GIGN, Manuel Orfis, un ancien terroriste repenti, Glenn Mortimer, et une légiste, Gwen Saint-Cyr. Alors qu'ils se mettent en place, l'une des anciennes amies de Saint-Cyr, une orpheline qui vit dans la rue, est enlevée à son tour. Le groupe se scinde. La légiste et son binôme, Mortimer, remontent la piste jusqu'à Charlieu. Très vite, ils découvrent que les 3 derniers enlèvements correspondent à une stratégie différente, même si les donneurs d'ordre paraissent être les mêmes. Quel lien relie ces 3 filles au profil si dissemblable? Pourquoi l'un des pères cherche-t-il à tromper la police en lâchant dans la boucle son propre service de sécurité chargé de récupérer certes l'héritière, mais également et peut-être surtout le tableau qui a servi de paiement pour l'autre fille? Que cachent les Albans et la Moucherie? Tandis que la double enquête avance à des rythmes très différents, un 3e protagoniste joue les troubles faits.